Merci de nous suivre sur Ici Beyrouth et bienvenue sur Ici Éco. Face à la brutale détérioration de la parité de la livre libanaise face au dollar, la Banque du Liban continue son opération ouverte d'achat de billets de livres libanaises et de vente de dollars en espèces au taux de Saïrafa, qui a été dans le même temps augmenté à 90 000 livres libanaises pour $1. Le gouverneur de la Banque centrale, Riyad Salamé, a démenti les informations rapportées par certains médias et réseaux sociaux selon lesquels les opérations sur la plateforme Saïrafa seront exclusivement réservées aux entreprises à partir du mois d'avril. Il a précisé que les particuliers et les sociétés continueront de bénéficier, comme d'habitude, des opérations de la plateforme, conformément aux articles 75 et 83 du Code de la monnaie et du crédit. Alors que la tension était palpable durant cette semaine lors d'une nouvelle manifestation dans le centre-ville de Beyrouth, des militaires à la retraite qui réclament une augmentation de leur pension alors qu'ils sont rattrapés par la crise économique et la dépréciation de la livre libanaise. Le Liban est toujours empêtré dans une profonde crise économique doublée d'une crise politique, avec une double vacance du pouvoir exécutif. Le pays est sans président depuis l'expiration du mandat de Michel Aoun le 31 octobre 2022 et le gouvernement sortant de Najib Mikati expédie les affaires courantes depuis mai 2022, après les élections législatives. Bienvenue sur Ici Éco et durant cet épisode, nous nous pencherons sur la question liée aux actualités économiques avec l'expert en finance et en économie, Nicolas Chichani. Monsieur Chichani, merci d'être avec nous. Merci Maurice, je suis très ravi d'être avec vous ce soir. Directement, l'actualité reste certainement en ce qui concerne l'inflation. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe avec le taux d'inflation? Pourquoi est-il si volatile? Il faut savoir que en fait, l'inflation, elle est due à plusieurs paramètres. Le premier paramètre et le plus important, c'est la quantité de livres libanaises. On va faire ça facile pour les gens qui nous écoutent. C'est la quantité de livres libanaises qui sont imprimés et qui sont mis sur le marché. La deuxième chose qui impacte en fait le taux de change, la dévaluation de la livre, c'est la quantité de monnaie étrangère qui soutient en fait cette masse monétaire qui est imprimée. La troisième, bien sûr, ce sont un peu les échanges dans le marché noir, l'offre et la demande. Et bien sûr, ce qui importe, en fait, c'est la crédibilité et la confiance qu'on a dans la livre libanaise qui nous pousse à aller vers en fait, le dollar ou l'euro ou autre en lâchant en fait, il y aura moins de demandes. Dans le premier cas, qui est en fait l'augmentation de la masse monétaire, il faut savoir que depuis 3 ans, la politique de la Banque centrale la Banque centrale n'a pas eu une politique monétaire comme on appelle une vraie politique monétaire. La Banque centrale s'est contentée de faire ce qu'on appelle des directives très spécifiques, la 154, 151, 158, 161, qui sont des directives inflationnistes. Parce que, mais cela est directement relié à la situation. Tout à fait, mais Donc, elles sont les inflationnistes quand même. qui ont été prises On est aussi d'accord. par le gouvernement. On est d'accord. Quelles que soient les décisions, elles sont inflationnistes. On a été obligé d'imprimer plus de livres libanaises parce que le taux d'échange n'était plus 1500, mais 12 000, puis 14 000, puis maintenant ça ira à 90 000. Mais certainement, l'inflation est un danger pour l'économie. Y a-t-il un espoir pour s'en débarrasser? Tout à fait. Une fois si on commence des réformes? Juste je continue un point. Une autre décision, cette fois du gouvernement, pas de la Banque centrale, c'est d'augmenter les salaires en fait, du service public. Il y a eu une grosse décision dernièrement, depuis moins d'1 an, d'augmenter les salaires. Quand on augmente les salaires, on est obligé de payer plus d'argent en livre libanaise, surtout au service public, parce que le service public encaisse toujours en livre libanaise, malheureusement pour le service public. Donc cette augmentation de la masse monétaire aussi a été énorme. Et donc ça fait qu'aujourd'hui la masse monétaire est passée de 5 trillions... Tout en prenant en considération la faillite continue des recettes. Oui, mais ça c'est une autre question. Oui. On va en parler aussi. Parce qu'on n'a pas de liquidité pour payer l'augmentation des salaires. Et mais donc, tout à fait. Voilà. Donc on imprime. Donc la masse monétaire est passée de 5 trilliards à 80 trilliards à peu près aujourd'hui. Et en plus, la confiance dans la livre. Quand vous dollarisez en fait les supermarchés, quand vous dollarisez en fait les restaurants, les gens vont
aller chercher à acheter des dollars parce qu'ils veulent consommer en dollars. Soit ils reçoivent de l'extérieur de dollars, soit ils échangent des livres libanaises. Donc la demande sur le dollar augmente, d'où aussi une inflation. Donc c'est un ensemble. Y a-t-il un espoir C'est de un se ensemble. débarrasser de cette inflation Alors, une fois les réformes sont mises en place? Alors, il est certain qu'il faut plusieurs réformes en place. Okay, la première, il faut qu'il y ait un équilibre budgétaire. Il faut que l'État, en fait, arrête de dépenser plus qu'il ne collecte comme recette. Aujourd'hui, le budget est en déficit depuis peut-être 15 ans, je ne sais plus, on ne compte plus en fait au Liban, de plusieurs milliards de dollars par an. Donc pour que l'État puisse ouvrir un nouveau budget, il faut qu'il ferme le déficit et pour cela que la Banque centrale doit imprimer. Donc ça aussi, ça augmente la masse monétaire. Donc le déficit fiscal est fondamental en fait par rapport à la détérioration des livres et à l'inflation. Deuxième chose, il faut qu'on ramène des dollars au Liban grâce à la balance des paiements. Aujourd'hui aussi, la politique du gouvernement, donc ce sont vraiment des problèmes et la responsabilité du gouvernement n'a pas fait la politique ni la stratégie nécessaire pour améliorer, voire fermer le déficit de la balance des paiements. Donc on est net négatif, comme on dit, donc déficitaire dans la banque. Donc il y a un net outflow, une nette sortie d'argent. Et c'est pour ça aussi que les réserves en dollars de la Banque centrale sont en train de baisser. Et donc c'est très grave. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un cumul de politiques qui ont été appliquées par les gouvernements, qui ont été des politiques fausses. Mais certainement, en fait, c'est plusieurs choses. C'est le gouvernement qui a fait de mauvaises politiques pendant peut-être 20 ans, il faut le reconnaître. Okay, mais c'est très grave, c'est très très grave. Les décisions mais aussi la gestion de la crise. En ce qui concerne la gestion de cette crise-là, il y a la Banque centrale, la Banque centrale qui n'a pas fait une politique monétaire adéquate depuis 3 ans. Et bien sûr, la gestion de la crise a été une catastrophe. Aujourd'hui, l'État libanais n'a pas géré la crise. Je veux bien croire qu'avant le 17 octobre 2019, l'État libanais n'était pas au courant de la crise. Je veux bien le croire. Je doute parce que quand il y a un déficit de la balance des paiements et du budget, c'est un twin déficit. Donc c'est une crise économique certaine depuis 10 ans. D'accord, je veux bien croire. Mais après le 17 octobre, l'État n'a rien fait. Ils ont proposé donc ils ont fait un défaut sur le Eurobond sans plan. Donc, je veux bien. Donc un défaut responsable de quoi? De quoi? Donc aujourd'hui. Non, le défaut a accéléré la crise. D'accord. La crise n'est pas due au défaut. N'est pas due au défaut, mais le défaut a accéléré la crise. Mais qui est coupable ici? Le gouvernement. Il y a des responsables. Il y a le gouvernement Hassan Diab. Le gouvernement n'a pas fait en fait la due diligence nécessaire pour s'assurer qu'un tel défaut peut... Vous pensez que c'était planifié? Moi, je pense que toute la crise libanaise est planifiée. Mais en ce qui concerne le défaut? Je ne peux pas vous dire si c'est planifié. Si c'est planifié, c'est très grave. Quelles sont les retombées? Si ce n'est pas planifié, c'est encore plus grave, je pense. Mais quelles étaient les retombées d'un tel défaut? Écoutez, un tel défaut a fait directement, pour essayer d'éviter de payer 1,2 milliard de dollars d'intérêts, je pense, les banques ont perdu 15 milliards ils ont cumulé 15 milliards de pertes parce qu'ils possédaient 15 milliards d'euros. C'est l'argent des déposants, en fait. Avec l'argent des déposants, ils ont acheté. Et la Banque centrale a perdu 5 milliards. Donc, en gros, on a perdu 20 milliards au Liban de dollars immédiats. Ceci dit, en ce temps-là, je rappelle que la Banque centrale avait encore 40 milliards, à peu près 40 milliards de dollars. Donc, on aurait pu payer 1 milliard d'intérêts, 1,5 milliard, voire 2 milliards. Mais on a vu trop d'experts qui étaient là, qui sortaient, qui disaient non, il ne faut pas payer. Mais s'il ne faut pas payer, il faut mettre un plan. Moi, je veux bien il fallait négocier. Moi, je veux bien dire, on a du mal à faire ce qu'on appelle la debt sustainability, comme demande le IMF. C'est-à-dire pouvoir soutenir les intérêts de la dette et la payer et la soutenir à long terme. Je veux bien, mais qu'il y ait un plan. Aujourd'hui, on dit oui, il y avait le plan Hassan Diab qui a été refusé. Mais le plan Hassan Diab n'était pas corrélé avec le défaut. Il faut vraiment les lier. On ne peut pas faire un défaut sans plan. Il faut s'assurer que le plan est signé et puis, suite à la signature du plan, on fait le défaut. C'est pour ça que je vous dis, le défaut n'est pas une bonne chose. Il a accéléré il aurait pu, la crise. Il aurait pu être fait s'il y a un plan, mais comme il n'y a pas un plan, et déjà, ce n'est pas une mauvaise chose, je ne pense pas que c'était la bonne chose à faire. Et il a accéléré, en fait, la perte de confiance dans la livre libanaise, dans l'économie du pays, et a fait que le Liban, aujourd'hui, son rating a baissé en défaut, donc personne ne prête plus de l'argent à l'État libanais, on ne peut plus emprunter, ce qui fait que les réserves de la Banque centrale on est classé default country. Donc on ne peut plus emprunter, donc les réserves sont en train de baisser et les banques, le rating a baissé, donc c'est très difficile avec les banques correspondantes. Donc c'était un tout. Donc
perdre en fait une force sur la souveraineté en fait de la dette souveraine, se débarrasser de la dette souveraine, c'est un grave problème sur la souveraineté économique, voire politique du pays lui-même. On aurait pu l'éviter, je pense, ou bien au moins faire un plan. Je veux bien dire que c'était difficile, ça coûtait beaucoup d'argent en fait à l'État, au budget de l'État, mais on aurait pu faire un plan, mais en plus on avait de l'argent pour payer et gagner encore un an pour mieux structurer en fait cet arrêt de paiement ou cette restructuration. Moi j'aurais préféré faire une restructuration ou un rééchelonnement de la dette sur 30 ans comme ils ont fait en Grèce. Donc voilà, il fallait négocier, c'était comme il fallait voter un plan de relance qui était adéquat, mais aussi le gouvernement Miati. Et il faut le rendre coupable en ce qui concerne la mauvaise gestion de la crise qui a accéléré aussi avec certaines décisions qui ont été prises par ce gouvernement. Vous dites quoi du plan de relance qui a été voté par le gouvernement Miati? J'arrive. Si vous voulez mon avis, la culpabilité du gouvernement date depuis 20 ans. 20 ans. Okay, si on est arrivé là aujourd'hui, ce qu'on est arrivé aujourd'hui, c'est qu'il y a une mauvaise gestion en fait, de l'argent public pendant 20 ans. Il y a une spoliation de l'argent public. On a une dette qui a été dépensée à 101 milliards de dollars. On n'a même pas d'électricité, on n'a même pas d'eau. Oui, 40 milliards de dollars qui ont été 35 à 40 milliards sur 30 milliards, 25 milliards, disons. Whatever. Vous savez que pour construire en fait, une centrale électrique, ça coûte 800 millions. On aurait pu construire 35 centrales électriques et exporter de l'électricité. Ouais. Aujourd'hui, on est déficitaire. C'est l'argent des déposants qui a été brûlé ici, n'est-ce pas? L'argent des déposants a été brûlé à plusieurs niveaux. Mais l'argent des déposants a été brûlé aussi dans les usines d'électricité. L'argent des déposants a été brûlé par l'État libanais, par la Banque centrale. Ouais. Mais la question, avant de parler des déposants. Et par les défauts excessifs. D'accord. Mais en ce qui concerne la performance et les approches du gouvernement Miati. Alors, on revient au plan de sauvegarde. Mais ma question est, vous avez considéré que le plan de relance qui a été voté par le gouvernement Miati, ce gouvernement-là, c'était un plan de réforme et de relance qui était inapproprié? Alors, Maurice, si vous permettez 30 secondes que j'explique en fait aux téléspectateurs le problème. Quand on fait un plan de relance, n'importe lequel, ce plan de relance doit être basé sur la création de la confiance. Okay? S'il n'y a pas une création de confiance, il n'y a pas de plan de relance, quel qu'il soit aujourd'hui. Si vous regardez ce qui s'est passé aux États-Unis dans la SVB Bank, okay? On va prendre un petit exemple pour que les téléspectateurs comprennent en fait. L'État américain, à un moment donné, a dit « je garantis jusqu'à 250 000 $ les déposants ». En 10 minutes, les marchés financiers... C'est la chute totale. Il y a eu une chute totale des marchés financiers. Et une heure après, la Fed, la FDIC et la trésorerie américaine ont fait une déclaration qu'on garantit tous les dépôts. Bon, les actionnaires vont perdre leur argent, ok, fine. Okay, mais les dépôts sont garantis parce que les dépôts sont la base de la stabilité et de la confiance dans l'économie. Même le président américain a déclaré ça le lendemain. Il a dit « taxpayer will not be hit ». Est-ce qu'on avait les instruments pour pouvoir appliquer une telle politique? Oui, mais juste pour revenir au plan Miati et au plan M. Chami. Oui. Okay. Dans la clause 24.1 de ce plan, okay, ce plan demande que la Banque centrale fasse défaut sur les banques. De 75... à peu près, c'était entre 60 et 110 milliards de dollars. Aujourd'hui, je pense que c'est à 80. Mais c'était l'argent des déposants. Whatever. Faire un défaut sur les banques de 75 milliards, c'est que, deux conséquences. Les banques vont faire faillite toutes. Or, on a besoin des banques pour créer une économie. Peut-être on n'a pas besoin de 55 banques. Il faut restructurer les banques, voir qui est coupable, qui n'est pas coupable. Il y a des gens bien et des gens moins bien. Okay, mais restructurer le secteur bancaire, mais pas le tuer. Okay, si vous tuez le secteur bancaire, vous voyez, à la faillite, le déposant va avoir 75 millions d'après la loi libanaise, c'est-à-dire même pas 1 000 $. Okay. Donc, il faut restructurer les banques, mettre la main sur les banques d'après les lois libanaises, 110, la loi de 62 d'Intra, etc. Bon, bref, il faut les restructurer, mais pas les faire faillite le secteur bancaire. On a besoin du secteur pour créer l'économie. Deuxième chose, une fois que les banques font faillite, il reste encore un reliquat de à peu près 70 milliards de dollars que les déposants vont payer de leur poche, soit en haircut direct, soit en lérification, soit en bail-in qui n'a aucune valeur. Donc, en gros, on est en train de tuer le déposant. Donc, c'était ça le plan Miati. Donc, ça tue la confiance. Ce n'est pas le plan Miati, c'est le plan Saad Chemi. C'est les deux. Non, c'est le plan Chemi. Si vous voulez, mais moi je considère que c'est les deux, parce que l'un soutient l'autre. Oui, parce que c'est le plan du gouvernement. C'est le plan du gouvernement, approuvé par le gouvernement quand même, et envoyé à la Chambre des députés pour revue. Donc quand vous
garantissez pas l'argent du déposant, vous tuez la confiance. Il faut savoir que ce plan va à l'encontre de la Constitution libanaise. La clause 15 de la Constitution libanaise et dans l'introduction, il y a garantie de la propriété privée qui peut être cash, physique, real estate ou tout ce que vous voulez. Donc l'argent du déposant est une propriété privée qui n'est plus garantie par l'État, comme en Suisse. Et comme donc aujourd'hui, la confiance est très importante. Donc ce plan qui est basé en fait sur un genre de haircut indirect sur les déposants, près de 70% des dépôts, qui détruit le secteur bancaire, n'est pas un plan qui crée la confiance. Je suis désolé. J'aimerais bien qu'il y ait des économistes autour de nous qui nous disent le contraire. Vous dites que c'était un plan de relance catastrophique au niveau du sort des déposants, des dépôts bancaires. Aujourd'hui, ce qui se passe, il y a deux choses qui se passent, Maurice. Un, le peuple libanais est en train de payer le prix de la crise par la dévaluation et les déposants vont bientôt payer le prix de la crise par un haircut sur le dépôt. En gros, une fois qu'on fait ça, le système est relancé. À quel prix ? Au prix de la destruction massive de l'économie, de la confiance. Et bien sûr, il n'y a pas de responsabilité, comme on dit en anglais, non accountability. Ouais, tout le monde est content, tout le monde relance, on relance le système avec les mêmes gens pour refaire les mêmes problèmes. Et je recommence pour revoler le pays. Si vous rencontrez M. Saad Hicham, vous dites quoi ? Moi, j'aimerais bien le rencontrer. Ça fait plusieurs fois que je demande à le rencontrer sur un plateau comme le vôtre. Ouais. Mais malheureusement, à chaque fois, ça ne se passe pas bien. J'aimerais bien discuter avec lui. Il travaille pour le gouvernement libanais ou pas pour le Fonds monétaire ? Bon, pour le gouvernement libanais pour l'instant, et il dit que le Fonds monétaire... Pour l'instant, oui, je ne sais pas. Ouais. Parce que M. Miat, il nous a dit peut-être que bientôt, il n'est pas content de ce qui se passe et il ne peut pas continuer comme ça. Donc si M. Miat quitte, M. Chami n'est plus là. Vous avez mentionné l'importance du secteur bancaire pour toute relance. Donc, pourquoi il faut conserver le secteur bancaire, tout en prenant en considération tout ce qui a rapport avec une restructuration, un nouveau modèle, etc. Mais pourquoi c'est important de conserver le secteur bancaire ? Écoutez, ce n'est pas moi qui vous le dis. Vous lisez les rapports du FMI. Okay ? Toute économie est basée sur un secteur bancaire. Pourquoi ? Parce que l'économie fonctionne par le secteur privé. Le secteur privé fait fonctionner l'économie et bien sûr, souvent par des fonds du secteur public. Okay. Aujourd'hui, pour que les entreprises du secteur privé puissent faire de la croissance, elles ont besoin de ce qu'on appelle d'emprunter aux banques pour ce qu'on appelle en finance ou en comptabilité le besoin de fonds de roulement BFR, okay? Working Capital Requirement. Aujourd'hui, il n'y a pas de banque. Les banques n'arrivent pas à prêter parce que les taux d'intérêt sont énormes et il n'y a pas de fresh money dans les banques. C'est du dollar qui n'existe plus. Donc, tant qu'il n'y a pas un secteur bancaire qui est solide, qui est recapitalisé, ça va être très difficile de relancer l'économie. Aujourd'hui, le FMI nous dit, oui, moi, si je prête l'argent, il faudrait que vous faites toutes ces restructurations pour que je puisse récupérer mon argent. Mais moi, je dis au FMI, si le plan du gouvernement actuel est appliqué, il n'y a pas de confiance. Comment une économie peut croître sans confiance, même si vous créez un secteur bancaire ? Donc, je pense que l'objectif du FMI n'est pas aligné avec ces demandes. C'est grave. C'est pour ça que lorsqu'on était à la dernière conférence... avec la commission qui était... Oui, j'étais avec... la commission du Fonds monétaire. Avec votre collègue d'ailleurs. Elle était présente. Donc, donc, on a écouté un peu le Fonds monétaire. Il y a eu des questions très pertinentes qui ont été posées par les journalistes, notamment... Mais pour que les téléspectateurs sachent bien, en ce qui concerne ce que vous dites, pour la commission qui a visité, ou bien la commission du Fonds monétaire qui a visité Beyrouth depuis quelques jours. Donc la visite était une visite de reconnaissance à Beyrouth, qui a estimé que le Liban est en danger, du fait notamment de l'absence d'actions sérieuses pour mettre en œuvre un plan de sortie de crise. Le Liban est dans une situation très dangereuse. Cela suivant le chef de la mission du FMI à Beyrouth, Ernesto Ramirez, en notant que l'évolution des réformes est très lente. Compte tenu de la complexité de la situation, nous attendions davantage en termes de vote et de mise en œuvre de la législation relative aux réformes financières au Liban. Et bien pour lui aussi, il a reconnu que le projet final de la loi sur le contrôle des capitaux nécessite des modifications. Donc, alors, il faut savoir que la visite n'était pas une visite de négociation. Elle suivait ce qu'on appelle l'article 4. L'article 4, c'est-à-dire, tous les ans, le Fonds monétaire international fait un rapport. C'était un rapport qui va sortir dans un mois ou 3 okay. semaines. Okay, donc, ils ont rencontré plein de gens, notamment les déposants. Et on va en parler si vous voulez.
Suite à cette visite, il y a eu une conférence de presse et des questions très pertinentes ont été posées, comme pourquoi l'État ne fait pas une loi pour garantir les dépôts suivant l'article 15 de la Constitution. Alors la réponse était, nous ne pouvons pas rentrer dans la souveraineté des discussions des lois du Parlement, ils peuvent voter ce qu'ils veulent, on n'est pas contre. Par contre, il faut que l'État puisse soutenir en fait ces lois et les appliquer. Ce n'est pas une chose à voter pour voter. Deuxième chose, on a parlé de l'argent des déposants. Il y a une question très importante. Pourquoi on ne fait pas un plan qui... Alors j'ai senti que le FMI était strict par rapport en fait à ce qu'il voulait faire, mais était un peu ouvert à une négociation. Il était ouvert. J'ai senti entre les lignes qu'il était un peu ouvert. Et c'est intéressant de profiter de cette petite fenêtre d'opportunité et de s'asseoir sur une table et dire le plan actuel. Okay, on a besoin du FMI. Attention, on a besoin du FMI pour créer la crédibilité extérieure et attirer les capitaux extérieurs. Pas pour les 3-4 milliards de dollars. Non, capitaux extérieurs, je parle. Non. Mais ici... Ce que je dis, on a besoin du FMI vous me dites ici pour deux choses. Que l'accord avec le Fonds monétaire est un accord inévitable. Pas inévitable, je n'ai pas dit ça. J'ai dit il est fondamental. Fondamental. S'il est inévitable ou pas, c'est pas ma décision. Pour reprendre la crédibilité extérieure des investisseurs internationales, parce que du Fonds monétaire, le Fonds monétaire de la Banque mondiale propose. Enfin, si on fait un accord, il y a trois choses. Il y a les 3 milliards de dollars qu'ils vont mettre sur la table, ça ne sert à rien parce qu'on les a. On a perdu 20 milliards de dollars. On les a. La Banque centrale a dépensé 20 milliards sur des subventions qui n'ont rien à voir, puis on a arrêté les subventions. C'est l'argent du déposant qui est parti. Donc ça, c'était pas correct. Les produits ont été retrouvés en Syrie. Le Picon a été financé en Afrique. Donc, il faut savoir que les 3 milliards, bon, c'est bien. Excusez-moi, mais le comble ici, que ces produits subventionnés ont été couverts par des lois, par le gouvernement. Alors c'était le gouvernement qui a voté ça. Ça, je ne sais pas. Il faut sortir en fait ces lois. L'électricité a été votée par une loi certainement. Même les subventions. Les subventions, je ne sais pas. Je ne suis pas au courant. Il faut vérifier ça. Le ministère de l'économie, il est là. Il faut vérifier ça. Il faut lui demander. Il faut lui demander. Il faut vérifier ça. Ceci dit, en fait, les 3 milliards sont importants, mais le plus important, ce sont les 20 milliards peut-être qui vont venir de l'étranger, qui vont être investis au Liban. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'indépendance de la justice pour garantir en fait la confiance supplémentaire dans l'investissement. Donc le FMI va nous donner une petite liquidité, bon, gentille, mais le plus important, il va créer la confiance et la crédibilité en fait d'un pays qui a perdu sa crédibilité internationale. Et trois, il va demander les réformes nécessaires. Donc aujourd'hui, le FMI demande mais ce papier signé au niveau international veut dire que le Liban, les responsables ne sont plus des menteurs. Donc ils vont commencer. Écoutez, moi je ne vais pas commencer à appliquer les réformes. Je ne vais pas rentrer dans ça. Parce qu'ils ont fait face au bien et on est des menteurs au niveau de Paris 1, Paris 2, Paris 3 et Cèdre. Donc, je pense quatre conférences internationales. Qu'il faut qu'ils commencent à appliquer. Ils ont une obligation d'avoir pré-appliqué certaines réformes, comme certaines lois que demande le FMI dans son Staff Level Agreement, sur le pre-agreement. Qu'est-ce qu'ils attendent après 3 ans aujourd'hui, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, le FMI demande des choses qui sont faisables. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas été faisables. Qui sont l'audit de 14 banques. L'audit n'a pas besoin d'une loi. C'est une décision entre le gouvernement et la Banque centrale, auditer 14 banques. Pour savoir quel est le problème. Vous faire une restructuration du secteur financier, quel est le problème? C'est comme un médecin, avant de vous donner un médicament, il fait une radio, un scanner, pour savoir qu'est-ce que vous avez besoin. Donc ça, c'est pas difficile. Pourquoi ça n'a pas été fait? On parle de loi de gestion des capitaux. Ça fait 3 ans qu'on l'attend. Elle aurait été appliquée il y a 3 ans. Je pense que le Liban ne serait pas dans l'état actuel de liquidité. Mais quel capitaux aujourd'hui il faut contrôler? Il n'y a plus de capitaux. Ah, merci. Donc il faut appeler ça le money control, pas le capital control. Mais c'est ça le truc, c'est qu'ils demandent des choses qui sont à l'encontre de la logique, d'accord, et qui ne sont même pas encore appliquées. Ça fait 1 an et demi qu'on demande cette loi de capitaux. Et en plus, mais est-ce qu'elle est nécessaire si vous la lisez, est-ce qu'elle est nécessaire aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense qu'elle n'est plus nécessaire. Ouais. Il n'y a plus d'argent. D'ailleurs, il y a un rapport de la Banque mondiale, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui dit que la loi de gestion, de contrôle des capitaux doit être appliquée au début de la crise. Sinon, parce qu'on avait des capitaux. Maintenant, on n'a plus rien. Sinon, son impact est minime. Oui. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est antithétique. Donc vous voulez dire que la loi du contrôle des capitaux n'est pas nécessaire? Mais non. Elle n'est plus nécessaire. Ça donne la confiance au FMI. Mais son impact n'est plus aussi fort qu'il l'aurait été il y a 3 ans. Et aujourd'hui, vous savez, il y a 10-15 milliards de dollars qui sont sortis du secteur bancaire de manière on va dire, choisie.
Donc aujourd'hui, si ces 9 milliards étaient restés dans l'économie libanaise, je peux vous garantir que c'est 50% du PIB. On n'aurait pas eu le problème aujourd'hui. Donc il y a plein de choses. La Banque centrale n'aurait pas dû penser 20 milliards, les banques n'auraient pas dû laisser rentrer 9 milliards, l'État aurait dû réagir et faire un plan de restructuration, il n'aurait pas dû faire des fonds. Donc il y a plein d'erreurs qui ont été faites au cours du temps sur les 20 dernières années qui me prouvent que quelque part, peut-être qu'il y avait un plan général voulu pour que l'économie libanaise arrive à ce qu'on est aujourd'hui, pour peut-être demander aux Libanais de garder les réfugiés étrangers au Liban, de signer les boundaries avec Israël pour le pétrole. Je ne sais pas, c'est trop de coïncidences ou d'erreurs, on va dire, pour que ça soit vrai. Un pays qui avait 40 milliards dans sa banque centrale, un pays qui avait une dette qui était souveraine, ne peut pas faire faillite comme ça. Mais la relance peut Je dirais, j'aime pas le mot faillite. D'accord. Mais ça, c'est un point qui est très aussi important. Vous voulez me dire que toute relance est possible? Moi, je crois aujourd'hui dans la relance, bien sûr. Moi, j'ai encore de l'espoir que le Liban peut encore se recréer comme il l'a toujours fait. Laissons le côté ici émotionnel. Je ne suis pas émotionnel, je suis réaliste. Mais ça, c'est réaliste. Je suis réaliste. Donc, une réponse économique. Économique, oui. La relance commence d'où? Je vais vous dire comment elle commence la relance. Aujourd'hui, il faut une politique monétaire. Il faut qui va avec une politique fiscale. C'est-à-dire l'État doit faire une réforme sur 3 ans pour équilibrer son budget. C'est très simple. Okay, et essayer d'équilibrer sa balance de paiement pour réduire en fait les fuites. C'est comme un seau d'eau qui est troué. Il faut stopper le trou puis essayer de le remplir. Deuxième chose, la Banque centrale doit faire une politique monétaire qui va avec cette politique. Si l'État peut structurer en fait son budget, sa balance des paiements correctement, l'État va faire une politique de managed floating, par exemple, qui pourrait marcher, et en arrêtant de prêter à l'État pour ne plus imprimer de l'argent. Ça, c'est très important. Sinon, peut-être un currency board system transitoire. Peut-être, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Hein. Si l'État ne fait pas les réformes... Mais peut-être, au vu de la dollarisation... On doit se considérer encore une fois comme un laboratoire pour essayer Maurice, les politiques. Le problème, c'est que tant que l'État n'a pas fait un équilibre du budget, vu la dollarisation à 95%, il n'y a pas de solution monétaire. Que ce soit clair pour tous les... Il n'y a pas de solution monétaire. On ne peut plus accepter d'être un laboratoire expérimental. Fine. Mais dans ce cas, l'État doit faire son devoir. Aujourd'hui, l'État ne fait pas son devoir. Okay? Soit l'État fait son devoir et on essaye un plan réel, soit l'État ne fait pas son devoir, on décorrèle la livre libanaise du problème de l'État et de toute géopolitique extérieure. Pendant une période transitoire dans laquelle l'État doit faire son devoir pour revenir vers un managed floating. Deuxième chose, il faut restructurer la dette. Très important. Aujourd'hui, la dette n'est pas restructurée. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ça fait 3 ans qu'on regarde la dette. Il faut négocier avec les détenteurs de Eurobond. Je ne sais pas s'ils détentent plus de 50%, parce que s'ils détentent plus de 50%, il y a un problème d'après le prospectus de Eurobond. L'État ne peut plus décider. C'est très grave. Peut-être il faut faire un one-off shot d'achat d'une partie de Eurobond pour regagner la majorité dans l'accessibilité de Eurobond. C'est très important. Troisième chose, restructurer les banques. Aujourd'hui, on ne peut pas garder le secteur bancaire comme ça. S'il continue comme ça, il va faire faillite. Surtout si FATF Gavi, dont on parlait tout à l'heure, sort un rapport gris. Ça veut dire quoi un rapport gris? C'est-à-dire pour les téléspectateurs. FATF Gavi, c'est un rapport que l'OCDE, si je ne m'abuse, fait sur chaque pays tous les ans pour voir en fait le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, etc. Financing anti-terrorisme, etc. Et car au Liban aujourd'hui, on est passé à une économie cash. Exactement. Le problème, c'est que s'ils avaient fait ce rapport il y a 1 an, on n'aurait pas autant peur du résultat. Aujourd'hui, comme l'économie devient cash, donc tout ce qui est financement du terrorisme... Cash dollarisé. Cash dollarisé. Donc, financement du terrorisme, blanchiment d'argent, drogue, tout ce que vous voulez, ça ne passe plus par le secteur bancaire. Il n'y a plus de contrôle, c'est de main à main. Et c'est très grave. Et c'est des quantités énormes. On parle de milliards de dollars qui tournent au Liban. Si on est sélectionné gris. Gris, c'est un grand problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banques libanaises vont avoir un très grand problème avec leurs banques correspondantes pour importer, exporter. Moi, j'ai peur que si on va gris, les banques correspondantes n'ouvrent plus des lettres de garantie ou des lettres de crédit. Pour l'import-export, on aura un problème peut-être d'approvisionnement de nourriture, de matériel d'ordre de construction, de vie de tous les jours. Et donc, c'est terrible, surtout que les banques aujourd'hui ne sont pas compatibles IFRS 9 comptablement. Donc déjà, les banques correspondantes comprennent le problème, certaines. Il n'y en a plus beaucoup des banques correspondantes. Mais si en plus on leur dit FATF Gavi, c'est-à-dire tout le client libanais doit faire ce qu'on appelle un enhanced due diligence. Moi, je suis banquier depuis 35 ans, comme vous savez, et c'est catastrophique. C'est catastrophique. Catastrophique. Les banques étrangères n'ont pas envie
n'ont pas envie d'associer le nom à une banque qui est dans un pays classifié gris, comme le Liban, qui n'a pas de solution, qui n'a pas de rentrée, qui n'a pas de production, qui n'a pas de pétrole, qui n'a pas de cash, qui n'a pas de liquidité, qui n'a pas de gouvernance, qui n'a pas de justice, qui n'a pas un gouvernement, qui n'a pas un président. Je continue. Qui n'a pas d'électricité, qui n'a pas d'eau, qui a une grande dette, qui n'a pas signé avec le FMI, qui a une inflation, une hyperinflation, une dévaluation. Pourquoi ils voudraient faire ça pour un petit pays? Non, ils ne vont pas faire. On va être dépendant peut-être de la World Bank pour importer du riz et du blé comme ils ont fait en Irak durant la guerre. C'est terrible. Donc on rentre vraiment, on me dit toujours, qu'est-ce qui peut arriver pire? Oui, il y a des choses qui peuvent arriver pire. Mais en ce qui concerne la relance, un peu d'espoir. Hein. Ah oui, on continue la relance. Ouais. Donc il faut restructurer le secteur bancaire. Pour ça, il faut recapitaliser, et de préférence par des banques étrangères qui donnent une crédibilité en fait aux citoyens, qui ont aujourd'hui 10 milliards de dollars dans... Mais pas toutes les banques. Pas toutes les banques. On va restructurer le secteur clair bancaire. Ici, oui. On va faire des mergers, peut-être des banques qui vont disparaître sans faire faillite. On va mettre, on appelle mettre la main dessus, comme ils ont fait en France, comme ils ont fait du temps du gouvernement de Thatcher. La Banque centrale restructure la banque. Et il y aura peut-être 10 banques, parce que l'économie est peut-être 3 fois plus petite. Au lieu d'avoir 50 banques, on aura 10 banques ou 15 banques. Je continue. L'avantage, en fait, d'une restructuration, c'est que les toxic assets, les actifs douteux, on pourra les mettre de côté. Et la banque aura un bilan qui est propre. C'est pour ça que l'investisseur va venir mettre l'argent. Si le bilan n'est pas propre, l'investisseur va vous dire mais pourquoi je que 500 millions, je vais avoir 3 milliards de pertes, ça ne m'intéresse pas. Vous êtes au courant que durant les 3 dernières années, il y avait des responsables qui travaillaient pour éliminer toutes les banques et repasser des licences pour 5 nouvelles banques. Maurice, c'est toujours le cas, non? Vous dites quoi? Moi, je pense que le plan du gouvernement, aujourd'hui, il va éliminer le secteur bancaire en entier. Hein. C'est clair. Qu'on me dise le contraire. Prenez un papier, un crayon, faites le calcul. Aujourd'hui, il élimine le secteur bancaire, donc ils vont créer quelques banques en plus. Donc ça, c'est très grave. Le secteur bancaire ne doit pas disparaître au Liban. Il doit être accountable sur ce qu'il a fait. S'il a fait des erreurs, il en a fait. Certains ont fait des erreurs. Par contre, il ne peut pas disparaître. Donc la restructuration du secteur bancaire, ça fait partie du plan de relance et la garantie déposant par une loi, on garantit. Comment récupérer les dépôts, c'est une autre solution. Mais garantir. Et à la fin, vous savez qu'est-ce qu'il faut pour relancer l'économie? On parle, oui, 72 milliards de dollars de pertes, on ne peut pas les rembourser. Mais on ne doit pas les rembourser, on doit les garantir et recréer la confiance. Ce qu'il faut rembourser, c'est peut-être 5 à 7 milliards annuellement pour créer la liquidité, pour faire fonctionner le système économique. Quand il y avait 140 milliards dans les banques, quelqu'un les a demandés? Non. Parce que c'est là où on demandait peut-être 5%, 10% pour fonctionner. Donc au lieu que le déposant n'aille passer 5 heures pour prendre $200, il va dire je veux 20 000 acheter une voiture, vous va lui donner. Et la confiance va être prête. Mais le Liban aujourd'hui... C'est la liquidité et la confiance. C'est comme ça qu'on relance. Donc le Liban aujourd'hui fait face à une crise de liquidité et non pas de solvabilité. Non. Le problème, c'est une crise de liquidité qui a mené à une crise de solvabilité. Mais au début, c'était une crise de liquidité. Après, c'est transformé une crise de solvabilité. Mais aujourd'hui, le Liban... Les banques, Oui, certainement. Mais en ce qui concerne l'État... Mais l'État ne peut pas faire faillite. Non, l'État n'a pas fait faillite comme certaines personnes le disent à la télévision. L'État a fait défaut. Ah, c'est ça. L'État est riche. L'État libanais est riche. Il est mal géré. Il est volé. Il est mal structuré. Il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas de vision. Il n'y a pas les bonnes personnes aux bons endroits. C'est divisé entre les différentes personnes qui gouvernent le pays, parce que les richesses, c'est important pour continuer les activités extra-gouvernementales et même gouvernementales. Donc aujourd'hui, si on a un président solide, aligné avec un Premier ministre solide, qui veut le bien du pays, et pour 2 ans, on pourra créer un plan qui peut fonctionner. Peut-être pas aujourd'hui, mais on pourra faire les structures nécessaires, les réformes nécessaires pour relancer les biens de l'État déjà. Il y a plein de biens. Les télécoms ramenaient 2 milliards. On veut ramener 1 milliard. Aujourd'hui, ils sont en faillite. L'électricité a fait perdre l'État 35 milliards. Le port, je ne raconte pas. L'eau n'existe pas. Le transport, c'est catastrophique. Il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de vision. Vous votez pour une privatisation? Non, je vote en premier pour une restructuration. Et dans cette pour augmenter le prix?
Bien sûr. pour Aujourd'hui, augmenter, parce que vendre aujourd'hui, aujourd'hui le secteur de télécom, certaines organisations ont les compagnies de télécom aujourd'hui, leur valeur. Je dis, aujourd'hui, certaines organisations ont évalué le bien de l'État à 7-10 milliards de dollars, ce qui est une aberration totale. Vous demandez à des grands hommes d'affaires que vous connaissez certainement, ils vous les évaluent à 300 milliards. Pourquoi? Parce que quand on fait une évaluation, on ne fait pas un état des lieux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, elles valent zéro, hein, même pas 10 milliards. Mais combien elles ont valu dans le passé et combien elles pourraient valoir dans le futur si on les restructure, si on cherche des gens experts qui gèrent l'électricité, des gens experts qui gèrent l'eau. Ce n'est pas l'ami du Premier ministre ou le premier du ministre qui va gérer ça. Et ils vont pouvoir relancer. Sur 10 ans... C'est ce qu'on appelle en économie la création de valeur. Value creation. Ouais. En anglais. C'est sa création. On a appris ça à Harvard ou à l'INSEAD. Donc c'est un exemple créer typique de création de valeur. valeur. Et le Liban a fait un exemple typique très rare de destruction de valeur que vous apprenez aussi dans les classes de MBA, mais qui n'a pas d'exemple. Le Liban est un typique exemple de destruction de valeur. Il faut recréer la valeur et faire une valorisation sur 20 ans. L'électricité, on ne peut pas faire une valorisation aujourd'hui. Aujourd'hui, elle ne vaut rien, zéro. Mais c'est pour ça, aujourd'hui, ce que je propose, c'est de restructurer les biens de l'État, de mettre le management privé indépendant qu'il faut, par des experts internationaux, des boîtes expertes dans ça, avec un target, un KPI. Et puis après, une fois que ça fonctionne, qu'on recrée de la valeur, faire peut-être du BOT. PPP, j'aime pas trop, mais bon, on ne sait jamais. On sait jamais, c'est pas moi qui vais décider plus tard, mais BOT... Mais c'est cas par cas. C'est au cas par cas. Donc il faut décider, c'est pas général. L'électricité seule, l'eau seule. Que le téléspectateur ne nous méprise pas, on ne veut pas vendre les biens de l'État. Oui, ça c'est certain. C'est très important. On veut les restructurer pour que l'État puisse générer plus d'argent, et d'un côté le revenu, mais de l'autre côté, il ne faut pas oublier dans un budget les coûts. Il faut que l'État restructure ses administrations pour réduire les coûts. Peut-être mettre le e-government, la gouvernance digitale, réduire les employés, les migrer vers le secteur privé après transformation. Mais le plus important, c'est d'équilibrer le budget et de créer une croissance, faire une vision de croissance, que ce soit du budget, de l'économie, de l'industrie et bien sûr de la livre libanaise, très important. Leur créer la confiance, 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 confiance. Vous êtes économiste, comment expliquez-vous tout ce qui se passe aujourd'hui au Liban, à Beyrouth, l'embouteillage qu'il y a, les restaurants qui travaillent, donc une grande majorité des Libanais, pas une majorité, on est à 5 à 10% des Libanais qui achètent, qui voyagent, qui vendent. Donc, oui, c'est une très bonne question. Hein. Sur les réseaux sociaux, vous voyez des photos du Liban. Donc, oui, bien sûr, il y a toujours été ça. C'est ça la force du Liban, c'est qu'il y a toujours cette flamme qui, si vous faites fonctionner quelque chose, tout va prendre, tout va s'enflammer et on va reprendre. Par contre, ça c'est expliqué très simplement par le fait que dans chaque pays, dans chaque pays, il y a toujours 5 à 10% de personnes qui ne sont pas affectées par les crises. Ce sont des gens qui ont des affaires à l'international, etc. Peut-être il y a aussi 5 à 10% qui reçoivent un peu d'argent de l'extérieur. Donc ça fait 20% maximum de gens qui puissent qui fonctionnent quelle que soit l'équation économique, bonne ou mauvaise. Et c'est eux qui remplissent les restaurants. Par contre, vous allez un peu plus dans les montagnes, dans les villages, vous voyez une pauvreté catastrophique. Catastrophique, mais moi je reçois des appels tous les jours, ya haram, terrible, terrible. Donc, ne nous méprenons pas à ce qu'on voit, parce que ça c'est Beyrouth. Allez un peu plus loin que Beyrouth, et même pas tout Beyrouth. D'accord. Il y a beaucoup de restaurants qui ont fermé, donc c'est les restaurants qui restent qui commencent à... Et ce qui les a poussés en fait à se relancer vis-à-vis, il y a 2 ans peut-être, c'est qu'il y a la dollarisation. La dollarisation a permis aux gens de gagner un peu d'argent en dollars et de dépenser en dollars, donc ils sont en train d'équilibrer le niveau de vie. Par contre, la dollarisation sans secteur bancaire ne peut pas faire de la croissance. Donc aujourd'hui... donc ces dollars doivent passer par les banques. Non, la croissance c'est pour faire des emprunts. Oui, mais c'est certainement. Mais ces dollars-là, vous voulez dire que ces dollars-là passent par le secteur bancaire, donc ces dollars-là, on va les réutiliser pour les emprunts. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est ça. Il faut pour relancer un peu. Bien sûr, il faut recapitaliser les banques et faciliter les choses. Et donner la confiance aux déposants de remettre. Il y a 10 milliards de dollars dans les maisons, voire plus. Il faut les voire plus. Voire plus. Oui, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Donc il faut que. C'est pour ça cette liquidité. On n'a pas besoin de plus pour lancer l'économie. C'est pour ça que je dis c'est 10% mais à peu près de la. Après 3 ans, la crise. Il reste 10 milliards de dollars, vous pensez? Oui, je pense que ça tourne, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre de l'extérieur, 100 dollars, 200 dollars, 500 dollars en moyenne. Et il y a plein de Libanais qui ont des amis et de la famille à l'étranger. Et avec 10 milliards de dollars ici, avec 9 milliards ou 10 milliards qui nous restent à la Banque centrale, avec 18 à 19 milliards de dollars l'or qu'on a,
et bien tous les actifs que l'État aussi Moi, je possède. pense je pense que l'or, il ne faut pas le toucher pour l'instant. C'est la garantie Oui, qui reste certainement. après Mais le avec défaut ces souverain. responsables touchés, c'est catastrophique. Après le défaut souverain, on ne touche pas à l'or. Parce que l'or n'a jamais été constitué, lorsque les dépôts ont été constitués, deux choses, deux lignes différentes de la balance. Mais quand il faut toucher alors? Il ne faut jamais toucher à l'or. Mais C'est la confiance. Vous savez, si aujourd'hui Mais- le dollar américain mais était aujourd'hui, il y a pas de toujours confiance. corrélé alors, certainement, comme ok. le gold standard, il D'accord. n'aurait pas ce problème. Mais aujourd'hui. d'accord, ok. Mais aujourd'hui, vous dites, c'est la confiance. Il ne faut pas toucher alors. Ce qu'il faut, il faut peut-être utiliser de ces Mais 17 quand on utilise- milliards, ouais, je vais vous dire, ok. de ces 17 milliards de dollars, ou 20 milliards, parce que la valeur de l'or a augmenté, et peut-être il faut prendre 2 milliards et recapitaliser les banques avec. Comme ça, la Banque centrale peut prendre 30 ou 40% avec de l'or dans les banques, sans les dépenser. C'est ça ce qui est fort. On ne dépense pas l'or, mais on recapitalise les banques, on donne de la confiance Mais dans le tout système. ça Donc c'est un dans un seul win-win. plan Ah oui. de relance. Et le problème du Liban, Maurice, c'est qu'on fait des bits and pieces, comme on dit. Ouais. Un petit bout par là, un petit bout par là, un petit bout par là, alors qu'en fait, on ne peut pas résoudre le problème comme ça. Il faut un 360 degrés comprehensive solution, comme disent les Anglais. Donc aujourd'hui, ça c'est très très important. Et moi j'y crois. Je crois que si vous mettez les bonnes personnes aux bons endroits, on a encore assez d'argent pour relancer le système. On doit faire les restructurations nécessaires. On doit mettre en place la gouvernance nécessaire de la Banque centrale aux banques, à l'État. On doit aussi créer en fait la confiance nécessaire dans le système, notamment en commençant par la justice, numéro 1. Et bien sûr, stopper le bleeding, la fuite. Qu'est-ce que c'est quoi la fuite? C'est 5 milliards de dollars tous les ans que les réfugiés syriens sont en train de faire coûter le pays. Ça coûte au pays 5 milliards de dollars par an. On arrête ça. Il faut arrêter ça. Il faut faire un plan tout de suite avec les Syriens pour faire rentrer les réfugiés avec toute leur dignité en Syrie, petit à petit, sur un plan sur 1 an et demi, et pour que ça réduise l'effet négatif sur l'économie libanaise. Il faut stopper les borders. Les borders sont les contrebandes. La contrebande officielle et non officielle. Vous voulez dire la contrôlée et non contrôlée, donc. Elle n'est pas du tout contrôlée. Parfois, elle est contrôlée. Hein. Ça dépend. Donc il y a 2-3 milliards de dollars à faire ici. Et il faut relancer l'électricité. Si vous faites ces 3 réformes, okay, je pense que le PIB va augmenter de 40%. On n'a même plus besoin de plan économique, mais j'espère qu'ils vont le faire, parce que sinon, dans 10 ans, les mêmes personnes vont rester et on va faire le même problème. Les mêmes personnes vont faire ça Les mêmes responsables? Alors, c'est ça le problème. C'est que ça, on revient déjà donc, à la tête de la pyramide. Donc, on a parlé là, il faut un président. Un président qui est nationaliste, important, watani, comme on dit en arabe, avec un Premier ministre qui est aligné dans sa vision. On peut pas faire, on n'a plus le luxe de faire un misalignment, comme on dit, et qui commence à délivrer les réformes et avoir la volonté, la force, et même prendre le risque sur sa vie de pouvoir décider des choses très importantes. Pourquoi? Pour sauver le Liban. Nicolas Chirani, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci d'être avec nous. Merci Maurice, c'était parfait. Merci aussi de nous être aussi fidèles. Vous pouvez revoir l'intégralité de cette émission sur tous nos réseaux sociaux. Au revoir.